J'appelle donc pour le dernier intervenant Pierre Dution, qui chef de projet éolien en mer pour EDF Énergie Nouvelle et qui va effectivement nous montrer quelques réalisations de projets dans lesquels effectivement les délais entre la technique va assez vite entre le moment où on décide de le faire et le moment où on le réalise. Les délais administratifs sont encore un petit peu longs, mais bon, tout le monde y travaille pour essayer de les réduire et rendre cette technologie un vrai levier de la transition énergétique. Bien, merci à tous et bonjour à tous. Donc, je continue effectivement en mer. Alors, je vais essayer de ne pas me faire avoir cette fois. Si, ok. Donc, c'est à gauche. Pas très rapide non plus. Donc, je continue avec une partie des énergies marines renouvelables. À gauche, okay. Et pour l'illustrer, si ça veut bien fonctionner, une certaine latence, je crois. Heureusement qu'on est sur les hautes technologies. Vous pouvez les changer vous-même. Très bien, merci. Donc, je vous propose d'illustrer la maturité des technologies donc, dans les énergies marines renouvelables au travers du développement d'EDF Énergie Nouvelle, puisque finalement nous sommes présents avec des parcs en exploitation en mer du Nord, là où on trouve de l'éolien en mer depuis très longtemps, puisque les premières éoliennes en mer, c'est 1991. Donc même si en France, on voit à travers des 3 projets que nous avons gagnés donc en 2012 et qui malheureusement, bien que tous autorisés, sont sous recours, comme l'avait évoqué Virginie Schwartz, cela retarde la construction et notre première expérience française, on va dire, en termes d'éolien en mer en France. On l'attend tous. L'éolien en mer, c'est quelque chose quand même de très mature. Et on l'a évoqué effectivement tout à l'heure, les tarifs de l'éolien en mer aussi ont sérieusement évolué depuis, même si en France, on a appliqué aussi une politique qui consistait à créer de l'emploi et des usines, donc avec un premier appel d'offres et des tarifs relativement élevés. Mais bon, on est content aujourd'hui quand même d'avoir des éoliennes qui sont fabriquées en France. Concernant l'éolien flottant, là on est sur une technologie en cours de développement qui va arriver, clairement, avec ces projets pilotes. Donc nous, on travaille sur un projet en Méditerranée, mais il y en a d'autres, on le verra sur la carte suivante. Et l'hydrolien également, avec des premiers prototypes qui ont déjà été installés, qui ont fait des preuves, et des projets pilotes qui seront installés donc, dans des zones à fort courant, pour notre part dans le Raz Blanchard. Bon, la slide suivante, c'est un focus sur la France, voilà, où on a effectivement une répartition géographique de nos futurs projets, puisque malheureusement, même si clairement à la lecture de cette carte, on voit que l'ambition est forte sur les énergies marines renouvelables, les réalisations ne sont pas à la hauteur des ambitions. On a aujourd'hui finalement le barrage de la Rance qui est créé depuis pas mal de temps, dont on est fier, mais les énergies marines renouvelables tardent à arriver, même si on les souhaite de manière assez pressante. Donc ce que je trouve intéressant au travers de cette carte, c'est de voir à la fois le côté géographique finalement de cette répartition de l'énergie qu'on a. On a un potentiel, on va l'utiliser, et cette humilité qu'on a finalement par rapport à l'environnement, c'est-à-dire que c'est en fonction des technologies qu'on va s'adapter à un milieu naturel. Donc vous avez des zones avec fort vent, peu de profondeur, vous allez envisager de l'éolien posé. Vous avez des zones avec des forts courants, vous allez vous orienter vers de l'hydrolien. Vous avez des zones avec de la houle, vous allez vous orienter vers de l'houlomoteur. Vous avez des zones très bien ventées, mais avec des fortes profondeurs, vous allez vous orienter sur de l'éolien flottant. Voilà, il y a une multitude de technologies, il ne faut pas les opposer entre elles, elles ont leurs forces et leurs faiblesses. Il faut travailler sur les faiblesses et puis entretenir ces forces pour justement avoir un mix énergétique au travers des EMR, mais c'est vrai au travers de l'ensemble des énergies renouvelables sur l'ensemble de notre territoire français, métropole et au-delà bien sûr. Non. Alors, ok. Principe de fonctionnement, on est à peu près toujours dans la même situation, on est très simple, on vient chercher une énergie renouvelable, on va dire accessible, inépuisable, et travailler sur un moyen de la produire avec un impact le plus limité possible sur son environnement pour ensuite aller distribuer cette électricité produite aux consommateurs. Donc c'est simple, et comme je l'ai dit, voilà, il ne faut pas chercher à opposer, on l'entend trop souvent sur le territoire, les gens nous mettent en compétition les différentes énergies renouvelables. Une énergie renouvelable, elle s'adapte à son territoire, elles sont différentes, et même chaque projet avec la même technologie sont différents. Non ? En fait, je pense que ce n'est pas moi qui change les slides.
Alors, en étant à La Rochelle, on se devait bien entendu de regarder à proximité. On entend depuis maintenant, je pense pas loin de 10 ans, parler d'un projet éolien en mer au large d'Oléron. Ça s'est activé de manière un peu plus soutenue ces dernières années, avec un gros travail de l'État, pour lancer vraiment une concertation, des consultations, une participation de l'ensemble des acteurs du territoire. Et ce qui est ressorti, donc, c'est une zone, qu'on le voit ici, une zone de consultation, qui potentiellement pourrait faire l'objet d'un appel d'offres que nous attendons avec impatience, et qui finalement illustre quoi? Illustre juste le point de départ d'un projet, mais un point de départ crucial. C'est-à-dire que si ce travail d'identification de zone est mal réalisé, c'est tout au long du développement du projet par la suite qu'on va en payer la difficulté finalement engendrée par le périmètre initial. Donc c'est important de bien travailler en phase amont, avant même le lancement de cet appel d'offres, et puis aussi d'avoir une certaine continuité dans le temps. Malheureusement, Virginie Schwartz l'évoquait, hein, le développement, et on en est tous conscients, des projets sont trop longs, on dépasse l'échelle humaine, on lasse les gens finalement, tout le monde ne peut pas rester comme ça accroché au projet tout au long de sa vie, surtout quand on parle de 10 ans pour l'identification d'un site, et si on regarde l'expérience passée, pour les premiers appels d'offres, par exemple, je prends Fécamp, on est quasiment sur 10 ans derrière de développement avant d'aller mettre en service le projet. Donc, effectivement, c'est beaucoup trop long, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, il faut travailler, et c'est ce qu'a fait également l'État avec les simplifications administratives, pour réduire ces temps qui seront bénéfiques pour tout le monde, clairement. Donc, je propose justement de regarder ces grandes étapes. Alors là, c'est, on va dire, l'application d'un retour d'expérience des premiers appels d'offres, si on le duplique assez simplement à ce site d'Oléron. Donc ça n'a pas forcément de sens, puisqu'il va y avoir justement ces simplifications, et il faut avoir espoir de l'efficacité de ces simplifications malgré tout, pour réduire dans la durée le développement. Mais on a cette phase d'identification très importante, puis cette phase d'appel d'offres qui fait que les prix justement sont de plus en plus compétitifs, et là je crois qu'il y a un grand espoir d'avoir des tarifs de plus en plus bas sur l'éolien en mer. Et ensuite le vrai cœur du projet, hein, il faut commencer à lancer des études sur le terrain, voir si c'est réellement faisable de développer ce projet, avant de, bien entendu, faire une concertation continue, mais avec des phases fortes, puisqu'il faut du contenu aussi pour concerter avec le territoire. Et puis ensuite, s'il n'y a pas de recours, on enchaîne la construction, mais malheureusement, on a quand même souvent des recours sur des projets de cette dimension, ce qui retarde de plusieurs années les projets, puisque multitude d'autorisations, multitude de recours possibles. Alors, dans la minute qui me reste, moi, je vous propose de regarder ensemble... Non. C'est moi. La construction d'un parc éolien en mer, on va le faire en une petite minute. Donc, les grands morceaux, hein, on a l'éolienne, bien entendu, ça c'est évident, mais il y a une partie aussi prépondérante dans ces projets-là, c'est la fondation. Là, elle est posée, mais il y a les technologies flottantes, je resterai sur le posé. Les réseaux donc, entre les éoliennes, le réseau interéolien, le poste électrique, donc le compteur, on va dire, du parc éolien en mer, et puis tout son raccordement jusqu'à la terre et au réseau de distribution géré par RTE. Par contre, là, il va falloir être plus réactif si je veux tenir le temps imparti. Alors, fondation. Un exemple de fondation, des fondations gravitaires. C'est ni plus ni moins du béton, hein, principalement. On prenait un château d'eau à l'envers, mais posé à même le fond, qui par sa masse, une fois qu'on ajoute également un ballast à l'intérieur, assure la stabilité de l'éolienne qu'on viendra mettre par-dessus. Au sein de ces fondations, vous avez plein de technologies différentes. Certaines sont nécessairement portées par des bateaux grues qu'on voit en bas à gauche. D'autres peuvent être carrément tractés par des remorqueurs avec une technologie directement flottante. C'est ce qu'on a utilisé pour le mât-de-mesure au large de Fécamp. Voilà. Ensuite, vous avez des technologies monopieux. Donc, c'est un tube d'acier enfoncé dans le sol qui lui assure la portance de l'éolienne. Alors, les éoliennes sont de plus en plus grandes. Donc, qui dit des éoliennes de plus en plus grandes, dit aussi d'avoir des fondations de plus en plus grandes. Donc, après, se joue l'adaptation à la fois des coûts, à la fois de la technologie par rapport aux conditions de sol qu'on a, et puis par rapport aux coûts de marché, à la fois notamment sur de l'acier. Une autre technologie qu'on voit ici sur le poste électrique, c'est ce qu'on appelle un jacket. Donc, le jacket, c'est un treillis métallique dans lequel, en fait, vous avez des pieux enfoncés dans le sol à l'angle de chaque pied. J'accélère. Et pour finir, allez, l'éolienne. Bon, le réseau interéolien, donc là, on a des câbles qui sillonnent par grappe, donc on regroupe les éoliennes. Ça va jusqu'au poste électrique. Et les câbles donc, sont soit enfouis dans le sol avec différentes technologies, soit protégés pour éviter après toutes les problématiques de sécurité maritime. L'éolienne, c'est par la suite. Voilà. Donc l'éolienne, là je prends l'exemple de l'Aliade. Donc c'est cette éolienne qui est construite à Saint-Nazaire. Vous avez la génératrice, la nacelle qui sont construites à Saint-Nazaire et les pales qui sont construites à Cherbourg. Donc puissance 6 MW, on est quand même sur des
puissance plus importante que dans le terrestre, parce qu'aussi on a des éoliennes plus importantes. Elles sont là de 150 mètres de diamètre, donc on est quasiment à 200 mètres, un peu moins de 200 mètres quand même en bout de pale, on est 175. Donc voilà, des éléments importants situés au large. La zone d'Oléron qu'on voyait tout à l'heure est à plus de 13 km au large, mais qui sont visibles depuis la côte. Et puis la visibilité d'un projet, ça joue aussi. Au-delà de l'environnement pur, le paysage, c'est quelque chose que l'homme, parce que finalement c'est l'homme qui juge sur le paysage, a, on va dire, un avis important à donner. Et l'installation, c'est un grand Mikado. Les éoliennes, vous pouvez les monter de différentes manières, soit par bloc avec les 3 pales et la nacelle, soit pale par pale. Vous avez différentes façons de le faire. Voilà. Ok. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. Bonne journée. Je vais garder un peu, désolé.